Chaque année, la grande synagogue de la rue de la Victoire accueille une émouvante cérémonie à la mémoire des 6 millions de Juifs victimes durant la Deuxième Guerre mondiale de la barbarie nazie. À cet effet, on allume dans la synagogue 6 bougies. Rien n'est plus important dans le judaïsme que la transmission d'une génération à l'autre de la mémoire du génocide. C'est pourquoi on associe dans cette cérémonie les jeunes qui n'ont pas vécu l'Holocauste. Nous assistons à la cérémonie du souvenir. Les Juifs n'ont pas la mémoire courte. 70 ans après les tragiques événements de la Shoah, un terme biblique qui signifie extermination, les derniers rescapés des camps sont encore présents et participent à cette cérémonie. Bonjour, le principal joyau du judaïsme français, c'est la synagogue de la Victoire, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jacques Canet, qui est président de la communauté, et le rabbin Sebag. Nous avons reçu un grand album que vous avez fait, plein de photos que nous aurons l'occasion de montrer tout au long de cette émission. Donc vous fêtez actuellement les 150 ans de la Victoire. La synagogue de la Victoire a été conçue en 1865, sous le Second Empire. Et elle a ouvert en réalité en 1874, mais parce que les travaux ont été interrompus par la guerre de 1870. Oui. Mais le travail de conception, de réflexion date de 1865, et on voulait donc sortir un livre pour les 150 ans de la synagogue. Quand je dis « on voulait », c'était évidemment le conseil d'administration, mais le rabbin, les rabbins successifs, et évidemment, en retraçant l'histoire de la Victoire, c'était retracer l'histoire du judaïsme parisien et du judaïsme français. C'était ça l'objectif. C'est un travail qui est collectif, qui a été fait avec un petit comité éditorial donc composé de 4 personnes que vous connaissez. Donc c'est avec mon ami Claude Nataf, donc qui est co-directeur de la publication avec moi, Félix Leub, qui est l'ancien président et président d'honneur de la synagogue, ainsi que 2 administratrices, Claudine Paulin et Gilbert Béard, donc, et le rabbin Sebag. À ce travail ont collaboré une vingtaine d'auteurs qui sont en général des amis de la synagogue, et à qui on a demandé donc de travailler sur leur sujet de prédilection. Les uns, c'est sur l'architecture, les autres sur la musique, d'autres sur l'histoire du rabbinat, mais également des sociologues pour étudier l'évolution donc, du quartier. Donc, c'est un vrai travail de recherche avec les archivistes, avec les bibliothécaires, un gros travail. Quel a été votre rôle là, dans ce travail ? Membre de ce travail, c'est d'accompagner ce groupe d'écrivains, d'historiens, de s'intéresser essentiellement en tant que rabbin de la Victoire. Et aujourd'hui, c'était un élément de clé important, en particulier ce que nous vivons aujourd'hui en France. Nous interrogeons beaucoup sur notre identité, sur notre place, et que veut dire français et juif. Et nous éduquons aujourd'hui au corps des enfants dans nos Talmud Torah, beaucoup de jeunes qui viennent. Et le livre va refléter l'excellente intégration de juifs en France depuis 150 ans, et je pense au-delà, bien avant. Mais voir l'évolution juste après la Révolution, bien Révolution française, Second Empire et Troisième République, et voir comment la synagogue de la Victoire était un lieu d'accueil, mais aussi un lieu d'intégration pour les Juifs français. Lorsque les Juifs lorrains et alsaciens sont arrivés en France, et après la guerre avec l'Allemagne, en 1870. 1870, oui. Et qu'ils arrivent ici, et la synagogue de la Victoire, qui est inaugurée en 1874, ouvre ses portes en 1875. Donc c'est les 150 ans du judaïsme français que vous célébrez dans cet album. Alors,
En quoi la synagogue de la Victoire a-t-elle contribué à l'intégration des Juifs de France ? Alors d'abord, c'est le concept. Et il faut remonter à la Révolution et à toute la période qui va donc de 1792 jusqu'au Second Empire. Oui. En 50 ans, les Juifs qui sont devenus des citoyens français ont pris une part essentielle dans le développement économique, culturel, littéraire de la France. Et Napoléon III, qui est au pouvoir depuis 1850, est très, très philosémite. C'est-à-dire qu'il est très, très heureux de voir les Juifs participer à ce développement et il souhaite créer une grande synagogue dans Paris et dans le quartier qui est en plein développement, qui est le quartier du Second Empire par excellence, c'est-à-dire le quartier de l'Opéra, des grands magasins. Oui, le boulevard Haussmann. Le boulevard Haussmann, etc. Il souhaite créer une synagogue. Et pour créer cette synagogue, il va même aller jusqu'à recommander et demander à la ville de Paris de racheter un terrain sur lequel était bâti un des hôtels de la famille de Beauharnais, puisque Napoléon Ier, enfin Bonaparte plus exactement, et Joséphine avaient vécu rue de Chantraine, qui est aujourd'hui la rue de la Victoire, donc, et qu'ils avaient acheté un autre terrain pour y construire un hôtel particulier dans lequel avait été né et avait été élevé Napoléon III, celui qui allait devenir Napoléon III. Oui. Donc c'est sur ce terrain que la synagogue de la Victoire a été construite. Il y a 150 ans exactement ? Il y a exactement 150 ans, puisque les travaux ont démarré, les premiers plans ont démarré en 1865. Ah oui. Donc, Haussmann, au début, n'était pas pour. Haussmann était un peu réticent, donc on ne sait pas bien pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça le dérangeait dans les plans du quartier, ou si c'est parce qu'il y avait une petite pique de réticence vis-à-vis des Juifs, on ne sait pas. Oui. Mais c'est vraiment Napoléon III qui a insisté et qui a entraîné la décision. Donc à l'époque, il y a eu une souscription de la communauté juive de Paris pour faire cette synagogue. On avait hésité entre une grande synagogue dans le quartier du Marais ou dans le quartier de l'Opéra. Finalement, comme on n'a pas su vraiment prendre la décision, on en a fait deux avec la même souscription. C'est la rue des Tournelles et la rue de la Victoire. C'est depuis cette époque que la synagogue est ici. Donc, dans cette petite rue qui est la rue de la Victoire, initialement, la synagogue devait être construite de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle devait ouvrir sur la rue de Châteaudun. C'est ça. Mais là aussi, l'histoire... On dit que c'est l'impératrice qui n'a pas voulu. Voilà. On dit que c'est l'impératrice. La grande anecdote, qu'elle était contre que l'ouverture de la grande synagogue de la Victoire sera par la rue Châteaudun, où il y a deux églises éminentes, celle de la Trinité et Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, c'est deux églises. Donc il y a eu une opposition à la création de cette synagogue. Il y a eu une réticence, mais vraiment Napoléon III a balayé cela. Réticence de l'entrée, parce qu'après l'entrée de la synagogue est par la route de la Victoire, c'est que donne l'Arche de l'Alliance et pas vers le sud, l'est, ça veut dire vers Jérusalem. Elle donne vers le nord, je pense. Ah, c'est curieux ça, parce que finalement, toutes les synagogues du monde en général sont tournées vers Jérusalem. À partir du 19e siècle, ou même fin du 18e siècle, dans Paris, le cadastre fait en sorte que les nouvelles églises ou les nouveaux lieux de culte sont plus orientés vers le sud-est. Ah bon. Jusqu'au 18e siècle, la règle est à peu près respectée, mais après, plus du tout. Regardez toutes les églises du quartier ici, elles sont aussi construites dans le mauvais sens. Ah oui. Donc, alors que Notre-Dame, Saint-Sulpice sont toutes orientées vers Jérusalem. Oui. À partir d'un certain moment, c'est le cadastre qui dirige. Donc aujourd'hui, elle est dirigée vers quel côté ? L'arche de la grande synagogue vers le nord. Et c'est toute la synagogue qui est orientée vers le nord. Oui. L'entrée de la synagogue est par le sud, mais lorsque nous tournons vers la droite, c'est déjà Jérusalem. Ah oui. C'est l'est. Donc la synagogue a 150 ans aujourd'hui. Elle a 150 ans. Donc elle a traversé les guerres. Elle a traversé toutes les histoires et tous les combats de la République. D'abord, on peut parler de l'affaire Dreyfus. Ah oui, l'affaire Dreyfus. Oui. Capitaine Dreyfus s'est marié à la grande synagogue de la Victoire. Après sa condamnation ? Non, bien avant. Bien avant. Il se marie à la synagogue de la Victoire. Et la condamnation des capitaines Dreyfus était juste après Kippour. La fête des Soukhot, nous trouvons à la synagogue déjà Théodore Herzl, qui est un journaliste tchèque qui vient et que le grand rabbin de France
Et Zadok Khan présente à la famille Rothschild, Edmond de Rothschild, et c'est là que Théodore Herzl exprime son rêve d'un État juif. On peut dire que ça commence ici. Ah bon, l'État juif est né à la Victoire. Oui, le baron de Rothschild a déjà commencé à acheter la terre en Eretz Israël, les terrains en Eretz Israël, des patrimoines, Zichron Yaakov, Rishon LeZion et d'autres. Et Théodore Herzl trouve, à dire, après ce qu'il voit, cette montée d'antisémitisme, et il dit, il faut un État pour ce peuple. Et il y avait aussi les barons de Hirsch dans cette synagogue. Et ils n'ont été pas très convaincus. Ils l'ont pris comme un homme un petit peu dérangé avec ses idées, mais avec le temps, il a réussi de convaincre. Donc la synagogue a 150 ans aujourd'hui. Alors quels ont été les grands moments de la synagogue? Le grand moment, je dirais, donc, démarre avec l'inauguration. Donc, de l'inauguration jusqu'à la guerre de 14. Parce que dans toute cette période, on va avoir traversé à la fois... On est à la période clé de la création, on peut dire, de la République. Et la synagogue se crée en même temps, je dirais, que la République. 1870, 1875, 1905, c'est à la fois la période de la guerre scolaire, donc, qui va aboutir jusqu'à 1905, la loi de séparation. Et je dirais qu'il faut bien comprendre que le grand rabbin de France de l'époque, qui a été grand rabbin de Paris et rabbin, on peut dire le premier rabbin en titre de la Victoire, qui était Zadok Khan, a été le seul religieux de l'époque favorable à la loi de séparation. Il disait une chose simple, il disait, si vous voulez avoir la liberté de culte, il faut séparer l'Église de l'État. Alors que jusqu'à présent, les rabbins, comme les curés, comme les pasteurs, étaient payés par l'État depuis la Restauration. Les rabbins étaient, comme les curés et comme les pasteurs, payés, étaient des fonctionnaires. Donc, si bien que le rabbin Zadok Khan, quand il devait aller à une conférence rabbinique en Angleterre ou ailleurs, il devait demander l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il a été, lui, mais très, très farouchement favorable à la loi de séparation. Malheureusement, il est mort un an avant la promulgation, parce qu'il est mort en 1905, alors que la loi a été promulguée en 1906, mais il a vraiment été l'un des artisans. Donc ça, c'est une grande période. Donc, il était l'artisan de cela, et également favorable à l'école laïque à l'époque, parce que pour lui, l'éducation et l'éducation républicaine étaient également une des clés de l'intégration donc des populations et des populations juives. Donc on peut dire que la naissance de la République, l'existence de la République laïque telle qu'on la connaît aujourd'hui, coïncide exactement avec toute cette période de création et de développement de la synagogue de la Victoire. La République, c'est vraiment le fait, on peut dire que le gène principal de cette communauté. Donc en même temps, évidemment, l'affaire Dreyfus. Donc, puisqu'on est en pleine affaire Dreyfus, c'est 1894-1905, on est exactement dans la même période. Donc, et alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Dans un pays comme la France, le traumatisme de la guerre de 1870 a fait que de nombreux Juifs d'Alsace sont venus s'installer à Paris. Les Juifs prenaient une part importante dans l'administration, dans l'armée. Les Français, dans l'ensemble, étaient très très revanchards et avaient très envie de se battre à nouveau contre l'Allemagne. Et au moment de ces problèmes d'espionnage entre la France et l'Allemagne, tout naturellement, on s'est trouvé en face de militaires alsaciens avec des noms allemands, parlant avec un accent. Pour la population française, ça ne pouvait être que des traîtres. L'antisémitisme lié à l'affaire Dreyfus est quand même un phénomène assez nouveau, je dirais, dans cette période du 19e siècle. Je dirais que les Juifs jusque-là étaient bien intégrés à la société. Et puis tout d'un coup, à cause de la guerre de 1870, ils deviennent des traîtres. Le rabbin de la Victoire, le grand rabbin de Paris, le grand rabbin de France sont des gens qui se sont évidemment mis immédiatement du côté des Dreyfusards, même si de nombreux membres de la communauté juive à l'époque étaient très inquiets et disaient non, il ne faut pas. Le capitaine Dreyfus est jugé, condamné. Surtout, on ne fait pas de vagues.
Il n'empêche que les rabbins, et en particulier Zadok Khan, ont continué, je dirais, ce combat avec tous les intellectuels de l'époque, et ce qui a abouti à la réhabilitation de Dreyfus, là encore, en 1904-1905. 1905, c'est ça. Donc 1905, on est vraiment dans la même période. Et l'antisémitisme que vous parlez émane que les Juifs d'Alsace et de Lorraine sont français. Ils arrivent ici, à Paris, pour marquer et souligner leur identité française. Ils ne veulent pas rester sur ce régime allemand, mais les Français disent « mais vous êtes Allemands ». Mais ils sont très engagés pour la France. Oui, ils sont là. Et c'est ça qui fait cette tension dans la société, et qu'un officier juif, alors c'est lui qui peut donner des informations aux ennemis allemands. C'est ça qui se passe. Oui, bien sûr. Je tiens à remercier tous les auteurs qui ont écrit dans le livre, mais je crois que c'est Béatrice Philippe, dans un article, Madame Béatrice Philippe, qui dans un des articles du livre rappelle donc l'histoire alsacienne de Zadok Khan, et elle dit la chose suivante, elle dit: les Alsaciens sont 2 fois plus français que les Français, et les Juifs alsaciens 1 fois de plus encore. Donc c'était une parole de Zadok Khan. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient très patriotes. Ils étaient très patriotes. Oui. Cette intégration s'est faite sur la base d'un patriotisme forcené, donc encouragé par les rabbins de l'époque. Et donc je trouve que cette histoire, c'est une histoire qui continue. Et comme le disait M. Sebag à l'instant, avec la guerre de 14, où les Juifs s'engagent en masse dans l'armée française. Ceux qui sont français, oui, ceux qui ne sont pas français s'engagent. Et c'est de nombreux soldats juifs, à l'époque on disait israélites, sont tués pendant la guerre de 14. Oui. Et on a donc dans la synagogue ce mémorial avec cette liste, qui est incomplète d'ailleurs, parce qu'on n'a pas la place, de tous les soldats juifs de la région parisienne qui ont été tués pendant la guerre de 14. Monument qui a été inauguré en 1925-26. Donc c'est un vrai lieu de patriotisme, un vrai lieu républicain. Alors, le judaïsme parisien s'est développé entre 18, disons, et 1939. Bon. Il y a beaucoup de juifs qui sont venus peupler cette synagogue. Donc, nous arrivons en 1939. 40, plus exactement, quand les Allemands envahissent le nord de la France, tout le rabbinat quitte Paris pour aller en zone sud, donc en particulier d'abord à côté de Vichy, puis ensuite Lyon. Oui. Mais très très vite, le grand rabbin de Paris de l'époque, qui s'appelait Julien Veil, revient dès le mois de septembre 1940 à Paris. Ah bon. Donc il revient à Paris pour réorganiser le culte à la synagogue de la Victoire et dans les synagogues parisiennes. Donc Julien Veil passera toute la guerre à Paris. Oui. Et pendant toute la guerre, il y aura des offices matin et soir à la Victoire, les offices de fête. Il y a eu des centaines de personnes à tous les offices de fête de Rosh Hashanah, de Kippour, en 41, 42, 43, jusqu'à la fin de la guerre. Il y a une légende qui veut que le vendredi soir, on récite le Hadodi, et qu'à la fin de ce psaume, on se tourne vers la porte. Et j'ai lu cette histoire que quelqu'un est venu apporter une bombe. Oui, ça c'était à Lyon. C'est le grand rabbin Kaplan qui raconte son témoignage qui s'est passé à Lyon. Non, mais ici, je dirais qu'à la Victoire, il y a eu plusieurs épisodes très impressionnants. D'abord, est-ce qu'elle a fonctionné pendant toute la guerre ? Toute la guerre. Tous les jours. Et en plus, imaginez que le grand rabbin Veil, qui est là, il rentre à la synagogue par le 17 rue Saint-Georges, qu'en fait, en 19, il y a la milice française. Ah oui. C'est-à-dire, c'est un courage, et qui le voit tous les jours rentrer. On a une photo dans le livre où c'est la photo du 19 rue Saint-Georges, sous l'occupation, où il y avait le siège de la brigade des Français contre le bolchevisme, et les Français qui s'engageaient dans la SS allemande, dans la division Charlemagne. Donc, imaginez le rabbin, comme dit Moshe Sebag, les rabbins qui tous les jours rentrent, et à côté, la porte d'à côté, c'est les pires des collaborateurs. Donc il fallait un courage incroyable. Quand on raconte cette anecdote aux touristes ou aux Américains, les gens sont stupéfaits. Ils n'osent même pas imaginer qu'une synagogue dans Paris a pu fonctionner
toute la guerre, matin et soir. Une anecdote peut-être à ce sujet, que après l'attentat de Bataclan, vendredi soir, samedi matin, la police arrive et ils demandent au président de fermer la synagogue. Ils ont fermé toutes les synagogues ici, de 9e arrondissement. Le président Jacques Canet tourne vers l'officier de police et lui dit « Pendant 5 ans, pendant la guerre, l'occupation nazie, on n'a pas fermé la synagogue. Il n'y a pas une raison qu'aujourd'hui, on va fermer la synagogue. » Et il a ouvert la synagogue. Il y a une autre anecdote justement qui nous relie à toute cette période qu'on vient de passer de ces dernières années. C'est au moment de Rosh Hashanah 1942, donc le soir de Rosh Hashanah, le rabbin Veil et les dirigeants de la synagogue avaient été avertis que la Gestapo et la police française allaient arrêter les Juifs en situation irrégulière à la sortie. Alors il y avait la Gestapo, en effet, la police qui était dans la rue de la Victoire pour attendre la sortie de l'office de Rosh Hashanah. Donc le rabbin Veil et les administrateurs ont dit à l'assistance, il devait y avoir entre 600 et 800 personnes dans la synagogue, personne ne sort. Donc tout le monde a passé la nuit dans la synagogue, personne n'est sorti, la Gestapo et la police sont restés dehors, ils n'ont arrêté personne. Donc 1942. Donc ce lieu est un lieu éminemment républicain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est un lieu de résistance. C'est un vrai lieu de résistance. Donc, et les rabbins de cette époque ont été des gens extraordinaires, que ce soit Julien Veil, Isaïe Schwartz, qui était à Lyon, avec Jacob Kaplan, qui ont organisé le culte, quelles que soient les arrestations, quels que soient les dangers. Ils ont été ces gens formidables. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument retracer et faire témoigner, je dirais, sur ces gens qui ont été des héros. Donc vous avez recueilli plusieurs témoignages. Oui, absolument. Oui, par exemple. Évidemment, sur Jacob Kaplan, on a recueilli des témoignages de Moïse Cohen, qui a été président du consistoire, donc il l'a connu dans ses fonctions officielles, mais on a aussi demandé à Francis Kaplan de parler de son père, de témoigner sur son père. Voilà le genre de témoignages qu'on a, et c'est ça qui rend le livre un peu vivant. C'est pas simplement un livre d'histoire, c'est un livre où on raconte d'une façon personnelle, je dirais, la vie de tous ces personnages. Il faut savoir que nous, Moshe Sebag est un jeune rabbin, donc, mais nous, avec Félix Leub et les membres du conseil d'administration, on a quand même connu des gens qui nous ramènent finalement pratiquement 100 ans en arrière. Donc, donc quand le rabbin Goldman témoigne sur son attachement et son expérience en tant que grand rabbin de Paris sur la Victoire, il a connu tous les rabbins qui se sont succédés, même pratiquement depuis la guerre de 14. Il les a connus au séminaire. Donc on a des témoignages directs facilement sur plus de 100 ans. Donc c'était ça l'intérêt, c'était de capter encore cette mémoire, et puis surtout d'en tirer un enseignement, parce que faire un livre simplement d'histoire, c'était intéressant certes, mais ce qui est intéressant, c'est d'en tirer un enseignement pour aujourd'hui. Il y a eu une sorte de déclic avec Moshe Sebag et avec Félix Leub sur l'écriture de ce livre en juillet 2014. En juillet 2014, qu'est-ce qui s'est passé? En juillet 2014, il y a eu des manifestations dans Paris où on a crié « Mort aux Juifs ». Oui. Vous vous souvenez donc. Et il y a eu une grande manifestation à la Bastille où finalement la synagogue de la Roquette a été bloquée. Il y avait du monde dans la Roquette, il y avait 300 personnes à la Roquette, les gens n'ont pas pu sortir. Oui. C'était la deuxième fois dans l'histoire de Paris, la deuxième fois seulement, j'allais dire, dans l'histoire de Paris, où des Juifs ont été coincés dans une synagogue. La première fois, c'était en Rosh Hashanah 42. Oui. Donc moi, j'ai envoyé un mot tout de suite au président de la synagogue de la Roquette pour lui dire que on était vraiment mortifiés que des Juifs ne puissent pas sortir de leur synagogue parce qu'il y avait des manifestations d'antisémitisme dans la rue. Je ne dis pas que l'histoire se répète, mais il y a quand même des moments forts. Et je dirais que ça a été le déclic de l'écriture de ce livre. Donc juillet 2014, où il fallait absolument qu'on réexplique ce qu'était être juif intégré dans la société française. Et qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans? Donc à nouveau, on a des Juifs qui s'interrogent sur leur présence en France. Il y a des gens qui font l'alia, qui partent, qui n'ont plus confiance. Et il se passe quelque chose que même aux heures les plus tragiques, je dirais, de l'histoire, telles qu'on les retrace dans le livre,
les gens n'imaginaient pas. C'est-à-dire que ce soit au moment de l'affaire Dreyfus, que ce soit pendant la guerre de 14, que ce soit pendant la montée du fascisme, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, donc, les gens étaient français. Les courriers que Julien Veil a écrits à Pierre Laval pour protester contre les 2 attentats qu'il y a eu contre la synagogue de la Victoire, mais ce sont des anthologies, ces courriers. C'est dire, mais monsieur le Premier ministre, vous êtes chargé de protéger la population, les Juifs, trouvez les responsables de ces attentats. Oui. Trouvez les responsables de ces attentats. Est-ce qu'il leur a répondu? Il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu et bien sûr, il n'y a pas eu de réponse, mais il y a eu des enquêtes de police. Il y a eu des enquêtes de police. Et on a finalement trouvé, alors en 1944, les responsables. Les courriers de Julien Veil sont dans le livre. Après la guerre, la synagogue a connu une nouvelle expansion. Le rabbinat de l'armée américaine qui est installé à la synagogue juste à la Libération. On a des jolies photos avec les soldats américains. La synagogue est pleine de soldats américains. La salle de Jérusalem à la Victoire et là-bas se réunissent les officiers aumôniers de l'armée américaine qui commencent à réorganiser le culte dans toutes les synagogues en France. Ah oui. Entre autres, amener des Sifrei Torah qui ont été brûlés parce que le moment de l'attentat à la Victoire, la milice française, ils ont aussi brûlé le rouleau de la Torah de la Victoire. Enfin, ils ont été souillés, certains ont été brûlés, d'autres ont été souillés. Donc, mais bon, il y a aussi beaucoup, comme le dit Moshe Sebag, dans la plupart des synagogues de France, il y a eu des dégâts. Donc le judaïsme américain a reconstruit par souscription, et à partir de la Victoire, donc, où ils se sont installés, donc, ils ont reconstruit le judaïsme français. Ils sont restés 2 ans. Ce qui a vraiment reconstruire, a fait revivre et naître de nouveau le judaïsme français, c'est le grand rabbin Jacob Kaplan. Oui. Qui est nommé grand rabbin de France en 1952, il me semble, et qu'il a une charge importante d'abord d'accueillir tous ces juifs qui rescapés et donner un espoir au judaïsme français. Et avec son ouverture, son intelligence et pétillance, et on voit avec quelle intelligence il réussit de redynamiser le judaïsme français. Mais il y a 2 étapes, comme le disait Moshe Sebag, il y a 2 étapes. Il y a la première étape qui est de reconstruire le judaïsme français, puis la deuxième étape, l'étape suivante, c'est avec Alain de Rothschild, donc, qui était le président du consistoire, c'était de reconstruire une structure d'accueil pour les juifs des pays décolonisés, y compris l'Algérie à partir de 1962. Là encore, à la Victoire, on crée un oratoire tunisien, on crée un oratoire égyptien. Et je dirais qu'à partir de cet exemple, je dirais, on absorbe progressivement les communautés immigrées. C'est peut-être quelque chose de très beau à la Victoire de voir ça veut dire il y a la grande synagogue, mais la grande synagogue de rite alsacien, mais on peut trouver ceux qui sont émigrés du nord d'Afrique, la communauté de Tunis ou du Maroc, qui ont un oratoire à la Victoire, le Shabbat, et aussi ceux qui devaient fuir Nazaire à l'époque, en 1957, d'Égypte. Il y a l'oratoire égyptien qui est unique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de synagogues de rite égyptien en France. Et c'est un symbole d'intégration, de naissance et d'espoir, cette synagogue. C'est ça qui est beau. L'idée du bâtiment, à l'origine, c'était de montrer à quel point les Juifs ressemblaient aux autres. Donc, ils avaient une synagogue qui ressemblait finalement à une cathédrale, parce que c'est parfois ce qu'on nous reproche, mais c'était délibéré, quoi. Il fallait que ce soit une cathédrale pour montrer que les Juifs, ils étaient comme les autres. Mais il y a la musique aussi. Et tout ça a commencé il y a 150 ans. Tout ça a commencé il y a 150 ans. C'est-à-dire en 1865. Le concept, c'est 1865. La musique, on a 200 ans d'archives musicales ici. Donc, on rappelle toujours que le premier chef de la musique consistoriale, avant que la synagogue de la Victoire soit ouverte, le premier chef de la musique consistoriale, ça a été Jacques Offenbach en 1830. Ah oui. Mais comme Offenbach passait plus de temps à l'opéra, les rabbins à l'époque l'ont viré, quoi, on peut dire les choses comme elles sont. Donc, et quand il a fallu créer un rite français pour l'ouverture de la Victoire, on a demandé à Jacques Halévy,
Et Jacques Halévy, donc le grand compositeur. Alors, c'était le cousin de Ludovic, qui était le grand compositeur, mais Jacques Halévy était quand même le beau-père de Georges Bizet. Donc, on voit qu'on est dans une culture musicale très... Oui. Et on maintient cette culture musicale. En réalité, le rite à la Victoire, c'est pas vrai. On dit que c'est une synagogue ashkénaze. Évidemment, c'est une synagogue de rite alsacien. Oui. On prononce l'hébreu. Je ne veux pas dire à l'ashkénaze, parce qu'on le prononce à l'alsacienne. Donc, c'est-à-dire qu'on dit Boruch et pas Baruch. Voilà, on dit comme ça. Mais on ne le prononce pas à la polonaise, donc on le prononce à l'alsacienne. La liturgie, c'est une liturgie à la fois qui est composite à la fois de musique d'origine allemande et de musique française, mais également de musique italienne, parce qu'un des principaux auteurs qui ont écrit et qui ont été utilisés à la Victoire et ressortis pour l'ouverture de la Victoire, c'est Salomon Rossi, qui est quand même un musicien baroque du XVIIe siècle. Donc on a maintenu, je dirais, ce souhait des bâtisseurs de la Victoire de faire un rite français. Il y avait une question sur le rite. Il y a d'un côté les rites cotadins, très anciens, et il y a portugais. Il y a ce rite-là qui vient avec les Juifs d'Alsace et de la Lorraine, et on décide de faire un rite français. C'est-à-dire que ce qui est très particulier, qu'aujourd'hui on peut catégoriser, oui, c'est alsacien, c'est ashkénaze, mais le rite de la Victoire, c'est rite français. Ça veut dire qu'on voulait, dès le début, ne pas diviser la communauté entre séfarades, ashkénazes, portugais, qu'il y aura un rite français, comme judaïsme française. C'est ça la particularité du judaïsme en France, qu'il y a une judaïsme française. Bien avant, on sait qu'il n'y avait pas ni libéral, ni massorti, il y avait une judaïsme française qui englobait tous les juifs, comme ils sont. C'est ça qui est beau, c'est ça qui la synagogue est jusqu'à aujourd'hui, par sa modernité. On peut avoir des fidèles de la communauté ultra-orthodoxe comme des fidèles de la synagogue de Copernic ou d'autres qui vont rentrer dans la même porte à la Victoire. C'est ça qui est beau. Malchus kol olamim Adonai Melech Adonai Alors là, je vais parler en tant que président donc, de la Victoire. Que moi ou mes prédécesseurs ont toujours recruté ou choisi des rabbins, ils ont toujours choisi un rabbin qui soit à la fois orthodoxe et moderne. C'est-à-dire qu'une des premières choses, c'est est-ce que le rabbin serre la main des dames ? Donc, parce qu'à la Victoire, le rabbin doit serrer la main des dames. Donc il n'est pas question que ça ne se fasse pas. La Victoire, c'est quand même un monde depuis 150 ans où toutes sortes de juifs sont venus prier. Donc il n'est pas question de fermer, de cloisonner. Même les juifs américains qui viennent à Paris
qui est appelée la synagogue Rothschild d'ailleurs. Oui, toujours, Rothschild Schule. Donc, bon, même si le judaïsme américain est beaucoup plus, surtout conservative, donc la victoire est moderne orthodoxe, encore aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est délibéré. Il faut que le rabbin soit orthodoxe. C'est très intéressant parce que, par exemple, le rabbin de la rue Copernic un jour m'a dit « Est-ce que vous faites tachlir ?» Je précise que tachlir, c'est les bruyères qu'on fait à Rosh Hashanah au bord de l'eau. Voilà. Au bord de l'eau. Oui, alors, pour jeter. J'ai dit, bien sûr, il m'a dit, d'accord, je viens avec la famille, etc. Ou il m'a dit, vous faites deuxième jour de Yom Tov, parce qu'eux, ils font un jour de Yom Tov. Je dis, oui, venez, avec plaisir. Et c'est pour cela, lorsque nous rentrons à la victoire, à la synagogue, il est écrit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. C'est gravé sur l'arche là-haut. Et lorsque vous sortez de la synagogue, il est écrit « Aime ton prochain de tout ton cœur ». Et cette dualité de l'amour de Dieu et de l'amour de Dieu, mais l'homme est écrit à l'image de Dieu. Alors lorsque vous sortez, si vous êtes un croyant, vous respectez l'homme parce qu'il est à l'image de Dieu, il est l'étincelle de Dieu. Et c'est un lieu qui réussit à rassembler. C'est ça qui est beau, avec en plus toutes nos activités jusqu'à nos jours, c'est avec les mouvements des étudiants français, avec les cléraux israélites, avec un repas qui est servi tous les vendredis soirs à la Victoire pour les étudiants, un projet qu'on appelle la Victoire de Shabbat, où des jeunes, des étudiants, ou des fois des touristes qui ne savent pas où aller, ils savent qu'il y a un lieu aujourd'hui pour célébrer Shabbat. On a eu un article lors de la sortie officieuse du livre il y a quelques jours où on a été interrogé donc sur les raisons de cet ouvrage et Jacques le journaliste est formidable parce qu'il a complètement intégré le sujet du livre qui est évidemment la victoire, son histoire, l'histoire des Juifs à Paris, l'histoire des consistoires, mais également l'histoire de l'intégration. Donc, je dirais qu'on a depuis un an, sachant qu'on allait sortir le livre, on a fait toute une série de conférences sur le thème français et juif. Et la conclusion de cet article, c'est la même que la conclusion de celle qu'on avait eue lors de la conférence qu'un Finkielkraut avait donnée à la synagogue, c'est de dire, à partir du moment où la France s'interroge sur ses valeurs de base, ses valeurs fondamentales, les Juifs qui ont toujours adhéré et qui ont toujours coopéré et qui ont toujours fonctionné dans le cadre de ces valeurs, les Juifs s'interrogent. Donc, et si on ne retrouve pas le chemin de ces valeurs au travers de l'école, au travers de l'éducation, etc., en effet, les Juifs peuvent continuer à s'interroger sur leur avenir. Donc, il y a quand même des Juifs actuellement qui quittent la France pour aller en Israël. Donc la réponse, c'est... à ce mouvement, c'est est-ce que la République est encore capable de faire dans les années à venir ce qu'elle a fait pendant les 150 dernières années. Donc c'est ça, c'est le vrai sujet du livre. Donc on répond pas, on veut pas répondre à la question dans le livre parce que c'est pas notre rôle de répondre, mais c'est notre rôle de poser la question. On donne à réfléchir dans cette livre surtout, parce que lorsqu'on voit le titre sur 50 ans du judaïsme française, on pense qu'on va trouver seulement l'histoire, l'architecture, mais on trouve ici de vrais sujets de réflexion sur l'intégration, sur notre place, jadis comme aujourd'hui, autant que juif français. C'est ça qui est bon dans cette écriture qu'on va voir ici. Peut-être est-ce qu'on aurait dû sortir le livre avec quelques semaines plus tôt et l'envoyer à tous les candidats à l'élection présidentielle. Ça aurait été un bon exercice. Non, mais actuellement, pour les Juifs de France, la question se pose. S'il faut rester en France ou s'il faut partir en Israël. En sortant ce livre, vous montrez qu'il y a des raisons de rester en France. On montre qu'il y a des raisons de maintenir le combat pour rester en France, mais qu'il faut le mener avec la République. Je pense que le livre aussi, c'est une réponse aux non-juifs, pas seulement à la communauté juive. Ce livre-là n'était pas écrit spécialement pour la communauté juive de France. Oui. Il a été fait pour que
les gens d'autres religions et cultes puissent connaître mieux le judaïsme français, comment il est. Peut-être aussi des hommes politiques qui ne connaissent pas assez l'histoire du judaïsme française, et démontrer notre rôle pour bâtir la France, et ce qui est aujourd'hui la France. Et ça, c'est primordial. Félix Leub a fait un article sur l'historique de la prière pour la République. Ah, c'est oui. vrai, au début, la prière, avant d'être la prière pour la République, y compris déjà sous la Restauration, c'était la prière pour le monarque. Ensuite, ça a été la prière pour l'empereur. Mais c'est la prière depuis 1874 pour la République. Et cette prière, elle est dite tous les Shabbats dans l'office, elle fait partie de l'office de Shabbat. Et est-ce qu'il y a d'autres religions dans lesquelles on fait une prière pour la République en France Je crois qu'il y a dans le protestantisme, on prie pour la République. Alors nous, on va envoyer à tout le monde cette prière, donc parce que ça fait partie, je crois, qui est exemplaire. Ça fait partie des fondements même de notre fonctionnement dans une société laïque. Donc je crois qu'on a le droit de rappeler à tout le monde ce rôle et cette vocation. Donc, Monsieur le Grand Rabbin peut vous dire que cette prière existe depuis le premier exil. Depuis prophète Jérémie, pas en France, mais c'est Jérémie qui l'envoie de messagers en Babylonie et demande à la communauté qui était exilée de prier pour la paix du pays où ils sont, car si elle sera en paix, vous serez en paix. Exactement. Alors on va dire que nous prions par intérêt, mais non. Oui. C'est pas par intérêt, c'est une sincérité pour le bien du pays où nous sommes. ce livre est un livre de militants. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Chers Merci, amis, monsieur le merci. rabbin. Merci. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction pour nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. וכל סיבוס יהו